Vous l'avez entendu, Michel Platini avec nous. Ouais. Salut Michel. Bonsoir à tout le monde. Michel, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir d'être entouré de gauchers. Oui, mais c'est pas les mêmes. Trois. Mais Michel, c'est pas les mêmes gauchers, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Comment ça, c'est pas les mêmes gauchers? Il y a deux joueurs techniques de classe, c'est Michel et moi. C'est pas et puis on a des batailleurs, c'est Eric et Manu. Je suis désolé, mais moi j'étais technicien. Ah bon? Eh oui, j'ai joué attaquant moi. J'ai même joué avant-centre à Nancy. Quand le papa de Michel est venu me chercher, j'ai joué attaquant et j'ai même joué avant-centre. Donc j'avais pas les pieds carrés. Oui, mais t'as pas été sélectionné attaquant. Non, je vous raconterai tout à l'heure. Bon, d'accord, bon, ça va. On va en parler exactement. Mais bon, quand tu joues attaquant en Ligue 1, tu n'as pas les pieds carrés quand même. Mais non, t'as fait combien de saisons? J'ai fait 70 matchs en première division en tant qu'attaquant. Oui, mais bon, c'était pas ton meilleur poste quand même, vu ta carrière. Non, mais bon, quand même. Je pensais pas être un laborieux non plus, mais bon. Non, mais bien sûr que non. Non, mais lui, il a décrété parce qu'il a fait 3 passes quand il était à Bastia, qu'il était technicien. C'est vrai, bon, hein. C'est vrai, à Bastia. Comment vous parlez au recordman de passes décisives en Ligue 1? Ouais. Saviez ça, Michel? Non, mais Jérôme, bravo. il a 18 passes D en une saison. Ouais. C'est toujours C'est le pour ça record. que c'est pour ça mais Michel, il le savait, il dit non, mais il le savait. C'est pour ça qu'il a planté la poupée de Messi depuis le début de la saison pour pas qu'il le double, mais du coup, ça fait l'effet inverse, il les a sortis de la Ligue des Champions. Mais si on est à 13, donc il regarde tous les matchs avec Fébrile Oui, et Jérôme. on lui a envoyé C'est l'événement donc dans Rotten sans flamme. Michel Platini pendant 2 heures sur RMC, donc en direct du bistrot de Nino à Cassis où Michel nous accueille. Ça avait été le cas l'année dernière déjà. Et de nouveau donc on vous propose la légende du foot français pendant 2 heures. Alors on va aborder plein de choses. On va vous laisser la parole à 19h30. Vous êtes supporter du foot, supporter d'un des clubs où Michel est passé, supporter de l'équipe de France. Allez-y, 32-16, on vous laissera la parole tout à l'heure. À 19h, on reviendra sur la Coupe du Monde de l'équipe de France avec vous, Michel, parce qu'on est tous curieux ici d'avoir votre regard sur ce qui s'est passé dans cette finale face à l'Argentine. Est-ce que finalement l'émotion fait oublier tout le reste dans ce genre de moment? Ce sera à 19h. Julien Cazard sera là à 18h45. L'année dernière, vous nous aviez dit il a été pas mal, Julien Cazard, en parlant de vous dans son Cazard. Ouais, ben ça y est, il a donné son maximum. Il est fini. Il est rentré un peu dans le rang, mais bon. On verra. Il peut se réveiller, sa femme l'a quitté aussi. Donc, on a des questions sur l'actu qui touche le football français également à vous poser, Michel. Mais d'abord, profitons de la présence de Manu et Eric. Pour avoir, raconte-nous Manu. Donc Michel est sélectionneur de l'équipe de France. Vous avez été sélectionneur de 88 à 92 de l'équipe de France. Donc déjà, ça a été ta première sélection, Manu. Ça a été ma première sélection. C'était en août 90 contre la Pologne au Parc des Princes. Je me rappelle très très bien. Je ne sais pas si Michel a des souvenirs. Je pense pas, mais pour moi ça a été. Je pense pas. Ça a été extrêmement marquant pour moi dans la mesure où la première rencontre a été un choc pour moi. Parce que je le voyais en tant que gamin, c'est toutes les émotions justement de cette superbe génération qui m'a fait rêver quand j'étais gosse. Donc imagine-toi quand je suis arrivé à Clairefontaine et en plus j'avais encore une fois dit des conneries dans la presse. Et il m'avait repris dès mon arrivée à Clairefontaine. Ça a été. Déjà, tu disais déjà une connerie à l'époque. Elles étaient encore plus énormes auparavant. Là, ça va. Mais t'avais dit quoi? Dans la presse, j'avais dit tout simplement que je ne méritais pas ma sélection, qu'il y avait des joueurs qui étaient plus talentueux que moi, comme Alain Roche et Franck Sylvestre, défenseur de Sochaux à l'époque, et je crois qu'il était à Bordeaux, il me semble, Alain. Et je ne me sentais pas... Et qu'est-ce que te dit Michel alors? Je ne sentais pas à ta place. À peine je suis arrivé à l'entrée de Clairefontaine, il était là, il était présent, et... moi, j'étais tout timide, j'étais extrêmement introverti, renfermé. Il me chope direct et il me dit, écoute, avec un sourire, c'était pas vraiment un tacle, mais il me dit quand même, écoute, tu m'as mis dans la merde parce que moi, je t'ai sélectionné pour tes qualités et pour ce que tu m'as fait voir déjà depuis ton arrivée avec Monaco en première division. Mais ce genre de déclaration me rend pas service parce que derrière, il faut que j'aille m'expliquer avec la presse. Donc il m'a dit si tu pouvais la fermer la prochaine fois, ça serait bien. Et en fait, ça m'a été confirmé par mes partenaires à Monaco. Avant que j'arrive en équipe de France, certains joueurs qui rêvaient de venir en équipe de France, qui n'avaient pas cette chance-là, m'ont dit mais c'est surtout pas ce genre de déclaration qu'il faut faire. Mais à l'époque déjà, je faisais je balançais des bananes dans la presse. Par exemple. Michel, tu t'en souviens ou pas? Très bien, oui. Ah oui, oui. Mais bon, c'est rare que tu sélectionnes un joueur et qu'il y ait la première réflexion qui fait je ne mérite pas d'être en équipe de France. Déjà, tu passes pour un goût. C'est un peu compliqué, donc c'est pour ça je pense que je l'ai dit en douceur, j'ai dit gentiment, parce qu'à un certain moment, tu dois faire un peu de politique. Et j'ai dit à Manu, tu peux pas dire des choses comme ça, parce que tu nous mets tous en difficulté. Bon, je pense qu'il a compris. Mais le pire, ce qu'il a fait, c'est encore après. Ah, c'est quoi? C'est après, je le sélectionne pas, et là, il râle parce qu'il est pas sélectionné. Et je pouvais pas le sélectionner
sélectionné, souviens-toi pourquoi? Parce que tu avais été suspendu. Oui, Un une match bagarre. Non, tu as été suspendu En en espoir. espoir. Et donc, tu pouvais pas jouer Ah oui, en A. exactement. Et là, il dit, je comprends pas pourquoi il me sélectionne pas. Non, mais Là, il m'a là, il m'a tout fait. Là, c'était un bon. Hein. Bon, après, le talent l'a emporté sur ces trucs. Et puis, il a fait la carrière merveilleuse qu'il a fait. Mais moi, je le dis souvent, alors il s'énerve, et c'est vrai que je le titille en le présentant, en disant que c'était le meilleur de la Coupe du Monde 98. Mais j'aimerais que tu donnes un regard là-dessus. Alors bon, c'est il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il avait été énorme en 98 quand même, non? Bon, ils ont tous été énormes, mais Manu était aussi énorme. Oui. Bon, je n'ai pas un souvenir de tout le monde. On se souvient tous de Zinedine et ses 2 buts en finale. On se souvient des 2 buts de Thuram. Et on se souvient des derniers buts d'Emmanuel. Enfin, je crois qu'on est tous sautés au plafond. C'était la victoire assurée parce que jusque-là, on était un peu tremblant. Et le 3e but a été une délivrance pour tout le monde, une délivrance merveilleuse. Après, non, c'était très bien. Non, mais Manu a fait une très très belle carrière et en étant à Arsenal, il a fait des choses merveilleuses. Bon, voilà. On se souvient des dribbles de Didier Deschamps, ouais, c'est vrai. Hein, des transversales à touche. Voilà. 18h07, vous êtes sur RMC, Roten sans flamme exceptionnelle avec Michel Platini. Et donc, Eric aussi, ta première sélection, c'est avec Michel. Ouais, moi j'ai une histoire particulière avec Michel, puisque, alors moi je suis un peu plus vieux que vous, donc quand Coupe du Monde 78, j'ai 15 ans, donc c'est génération. Ah oui, déjà. Oui, donc c'est génération qui m'a fait rêver. J'ai eu la chance de jouer contre Michel pour un match amical au Stade Vélodrome, un après-midi, Saint-Étienne-Marseille. Nous, on était en 2e division. Il y avait Patrick Battiston, moi je jouais lié gauche, c'était Patrick qui me prenait arrière droit. Donc j'ai joué contre Michel, juste un match. Et je le disais tout à l'heure, son papa, quand Bernard Tapie arrive à l'OM en 86, moi je suis jeune joueur, attaquant, qui met pas trop de buts, et c'est son papa qui était venu me chercher. Donc j'ai joué 1 an à Nancy sous les ordres. C'était Arsène, l'entraîneur, et Aldo, donc le papa de Michel, qui m'avait accueilli, qui était un homme extraordinaire. Et je me souviens d'avoir vu un jour Michel arriver de la Juve et à Ferrari, ça m'avait impressionné, j'étais jeune, donc c'était impressionnant. et puis Michel m'a sélectionné en 89. Alors il faut savoir que Michel, donc moi je reviens à l'OM. Parce qu'il y a une réaction sur la Ferrari, là, visiblement, je pense qu'il Michel. est en Fiat 500 plutôt. Non, arrête, c'est ça. Il paraît que tu en avais une par jour, il t'en avait donné. Ah, mais c'est les 3 qu'il y a sur le parking. C'est à quoi ça? Il paraît qu'il avait celle du lundi, celle du mardi, et il avait dû venir avec celle du mercredi, si je me souviens bien. Mais non. Et il m'avait. Et alors, donc, chose extraordinaire, c'est que je reviens de 2 prêts, donc Nancy et Martigues à l'OM. Gérard Bagny de me messer arrière gauche. Donc là, on est en juillet 88. Et Michel venait au stade régulièrement à l'époque, puisqu'il était sous Vacassi, il était sélectionneur. Et un jour, il m'avait croisé, il m'avait dit je te surveille et tout, puisque du coup, par rapport à Nancy, on avait. Et il me sélectionne. La première fois qu'il me sélectionne, c'est un match Arsenal-France, le 14, j'ai regardé parce que je me souvenais plus de la date. 14 février 89, 6 mois après ma reconversion, il me sélectionne pour la première fois. Arsenal-France. Arsenal-France, Oui, c'était on avait fait un match amical pour préparer le match de l'Écosse quelques jours après, qui était qualificatif pour la Coupe du Monde en Coupe du Monde en Italie. Oui. C'est ça. Et je m'étais claqué la veille parce que Gérard Rouillet, qui était ton adjoint, dans le froid londonien, il nous avait fait faire une séance à l'échauffement, une séance de frappe, et je m'étais claqué. Et c'était le petit Thierry Bonalaire qui était venu, que tu avais rappelé pour me prendre ma place. Et donc la première sélection, c'était en Suède où on avait gagné 4-2 sous la pluie. Et ensuite, vous allez appeler Eric à 6 reprises. 6 sélections sous Michel Platini. C'est ça. Vous avez gardé un bon souvenir aussi d'Eric? Oui, bien sûr, mais bon, moi je le voyais à Nancy avec mon papa, mais mon papa a eu je crois que c'est mon papa qui l'a fait. La première fois que je joue arrière gauche, c'est là-bas. Oui, c'est à Nancy, oui. Et donc après, il a fait une belle carrière, et puis après, bon, Eric était un vaillant. On peut pas dire que il mettait. Sa technique, c'était la priorité. Hein. Il envoyait, quoi. Ça nous fait t'étais plaisir pas que ça déçu. vienne de Michel, parce que nous, parfois, quand on dit ça, il dit c'est réducteur, je savais centrer quand même. Moi, j'ai fait une compilation de centres de beaux centres. Bon, ça dure 2 minutes. Mais au moins, ils sont là. Je l'ai, moi aussi. Et puis, pour la petite histoire, donc, je suis resté très, très ami toujours avec Fatih Chebel, que tu avais accueilli à Nancy, avec qui tu as gagné la Coupe de France contre Nice. Oui, absolument. Et qui vivait chez toi quand il est arrivé, Fatih. Donc, on lui fait un gros bisou parce que c'est un de mes rares grands amis du monde du football. Et on l'embrasse, il doit nous écouter. Non, mais Eric a fait une belle reconversion. Puis, comme vous savez, dans le football, c'est plus facile de passer de devant à derrière que de derrière à devant. Ah oui. Donc, il a fait une belle reconversion. Après, il a fait une belle carrière. À Marseille, il était très bon. Il méritait aussi d'être essayé en équipe de France. Michel, avec tous ces beaux souvenirs, déjà, la première question, comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci. Ouais, tout va bien? Ça se voit pas?
Bah si, mais je suis un peu palo. Non, pas du tout, pas du tout. T'as l'air en pleine forme. L'actualité du foot, toujours assez proche du foot. Non, pas du tout. Non, je suis pas trop dans l'actualité du foot. Je suis très match de foot. Je regarde les matchs de foot, mais je suis très très peu l'actualité. Je regarde ce qui est l'essentiel du football. C'est-à-dire le match. Bah oui, mais tous les matchs. Non, pas tous les matchs. Tous les grands matchs, quoi. Ouais, les matchs qui m'intéressent. Ouais. Quel regard tu portes sur le foot d'aujourd'hui ? Il est bien. Moi, je trouve que le foot d'aujourd'hui, il est bien. Parce que tout a été fait pour qu'il soit bien. Mais c'est un beau spectacle. C'est plus le football des années qu'on a connu. C'est plus l'aventure du football. Aujourd'hui, c'est un beau spectacle, mais un spectacle un peu stéréotypé, un peu scientifique, où tout est préparé, où tout est balisé, où tout est normal, où tout est beau, la pelouse est belle, les retransmissions sont belles. Tout est bien fait pour que ça soit un beau spectacle. C'est plus un peu le football de nous, on allait jouer dans la Gadoue, où tu rentrais de chez toi. Tu penses que c'est toujours un football populaire à l'heure actuelle ? C'est de plus en plus populaire. Tu penses ? Ah oui. Non, mais quand tu dis populaire, ça veut dire que les gens aiment. Mais Manu parle de proche du peuple. Je crois que c'était vous. Du lien avec les supporters. Je pense que l'équipe nationale est proche du peuple. Quand tu fais 30 millions de téléspectateurs pour la finale de la Coupe du Monde, c'est que le football et l'équipe de France est proche du peuple. Après, t'as beaucoup de matchs à la télévision, donc t'as vraiment le choix de regarder ce que tu veux. Mais l'équipe de France, c'est 30 millions. Mais ce que Manu, tu veux dire, c'est que c'est vraiment le pouvoir de l'argent. Toi, tu as l'impression qu'il dicte le rythme et la loi Michel dans le foot. prenait l'exemple des équipes nationales, et c'est un peu normal parce que aujourd'hui, si on voit l'amour que portent les différents clubs envers leur sélection nationale, c'est probablement la seule façon aujourd'hui de faire voir justement son attachement à son pays, c'est à travers l'équipe nationale, puisque la plupart des signes où on pouvait justement porter à son amour à son pays ont quasiment disparu. C'est problème le seul totem qui est resté à l'heure actuelle. Bon, alors tout ça, c'est très sympa, Michel. Bien dit. Mais j'ai une autre question, moi. Vous revenez quand dans le foot français ? Sérieux ? Et alors à la Fédé, est-ce qu'il y a eu... On va clarifier les choses. On clarifie tout de suite les choses ? On va clarifier les choses. Tu as vu, t'as laissé 10 minutes quand même. T'as posé la question. Non, Ils ont été polis. bien sûr, mais je me suis préparé. J'ai fait une déclaration au mois de juillet. Quand j'ai été blanchi de mes affaires en Suisse, j'ai dit que je ne reviendrai plus dans les institutions du football. Voilà, point final, je ne reviendrai pas dans les institutions du football. Il me semble que la Fédération française fait partie des instances du football. Des instances du football. Donc je ne reviendrai pas dans le football. Donc ni à la Fédération Mais française. oui, mais tu avais rajouté, à part si on vient me chercher, ou si la France a besoin de moi. Mais personne ne viendra me chercher. Non, ça c'était la phrase de l'année dernière, Michel. Oui, mais personne viendra vous chercher. Manu qui fait de la politique, personne vient vous chercher. Le pouvoir, ça se prend ou ça se prend pas. J'ai aucune volonté. Toi, tu n'as plus envie d'aller te battre pour ça. Aucune volonté de le prendre. Non. Tu n'as plus envie. J'ai assez donné. J'étais vice-président de la Fédération française il y a 30 ans. J'ai tout fait. Ça va, ça suffit, c'est bien. Vous n'avez pas parlé de ça avec la ministre que vous avez rencontrée? Non, la ministre devait... C'était un rendez-vous prévu 4-5 mois là en avance pour parler un peu des instances du football international, pour que je lui explique un peu comment ça se passait. Il y a eu tous ces événements qui sont arrivés et bon, bien sûr, ça a été dans la presse, mais on n'en a pas parlé. Elle s'est expliquée de toute façon là-dessus, elle a dit exactement la même chose que toi. Donc en gros, pour résumer... Elle a dit que tu voulais travailler ton revers, ton passing de revers, elle a dit que tu étais intéressé plus par le tennis que par le... Non, pas du tout. Mais Michel, moi en fait ça me contrarie ce que tu dis, parce que en gros ça veut dire que tu ne seras pas candidat à la présidence de la Fédé. Enfin moi ça me contrarie surtout parce que j'ai pas envie que l'histoire se termine comme ça en fait. Mais mon histoire elle est peut-être pas terminée, il y a d'autres choses à faire peut-être dans le football, je sais pas. J'ai dit la dernière fois que s'il y a quelque chose, une opportunité ou quelque chose qui me plairait, je le ferais, mais pas dans le monde politique. Mais pas aujourd'hui. C'est-à-dire revenir dans... Alors, je fais de la science-fiction et peut-être je dis une bêtise, mais revenir... Bon, ton club, c'est la Juve. On voit qu'ils sont un peu en difficulté au niveau des dirigeants. Est-ce que, par exemple, on viendrait te chercher pour aller être président de la Juve ou tu plongerais sur un projet comme ça? Non. Même pas? Non. Président de club, ça vous intéresse pas? Pas du tout. Non. Ah oui. Donc en gros, c'est quoi? C'est plus proche du terrain? C'est plus rien fait. Non, mais c'est ça, parce qu'il n'y a plus grand-chose là, Michel. Moi, tu me dis... Je vous ai dit que s'il y a une opportunité qui me plaît, de quelque chose qui me plaît, j'ai été vice-président de Nancy, j'ai été vice-président de la Fédération française, j'ai été président de l'UEFA, j'ai été vice-président de la FIFA. C'est-à-dire que je les ai toutes faites, ces choses-là. Et s'il y a une aventure nouvelle à faire... Ah, entraîneur de club alors?
Non, entraîneur, non. Je sais pas, tu dis un truc nouveau, moi je cherche. Le Real Madrid, ils m'ont fait des propositions en or pour que je sois, à l'époque de l'équipe de France, entraîneur de le Real Madrid. Pas dit non. J'ai refusé. Mais qu'est-ce qui pourrait te plaire alors ? Aujourd'hui, la vie que je fais me plaît énormément. J'ai pas besoin de revenir. Oui, mais est-ce que tu pourquoi je devrais revenir dans le football ? Parce que tu es Michel Platini, parce que Michel Platini, c'est y a pas non mais c'est pas parce que tu es là face à moi et face à nous. C'est gentil, mais il y a pas beaucoup de qui en rêvent, en fait. Non mais Manu, il y a pas beaucoup de légendes en France dans le foot. Il y en a. Vous avez marqué, toi, tu as marqué ta génération et plus que ta génération. Zinedine Zidane après. Avant, on parlait de Raymond Copin, Juste Fontaine. On a eu pensé aussi pour toute sa famille. Mais n'empêche que le foot, vu les heures sombres actuelles, ne serait-ce qu'à la Fédé, on le voit, a besoin de personnages comme toi. Non, la Fédé, elle a besoin d'un président qui soit un président. Les structures du football français sont bonnes. Le football français est pas mal. On a été champion du monde en 98, finaliste de la Coupe du Monde. Donc, je vais dire, il n'y a rien à refaire dans les structures. Donc, l'image est bonne. Vous êtes plus jeune, mais on a fait une commission Sastre dans les années 90. On a fait une commission Bambuc. On a fait plein de choses pour mettre en place les statuts. Donc, ça va. Il suffit mais là, le foot français traverse une crise sans précédent. Il n'y a pas de crise. C'est la crise d'un président. C'est pas la crise du football français. Je suis pas d'accord avec toi, Michel. Heureusement. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que le monde amateur, en l'occurrence, souffre énormément. C'est autre chose. Oui. Là, je parle de. Mais là, on parle de la fédération qui est en charge des sélections nationales ainsi que le monde amateur. Donc, même si on parle simplement du côté représentatif du président à l'heure actuelle de Noël Le Graët, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le fonctionnement, dans les statuts. Tu le sais aussi, tu le sais mieux que moi. Et à un moment donné, il va falloir quand même que ça change tout ça. Mais les licenciés aujourd'hui attendent justement d'avoir un porte-voix, quelqu'un qui le représente au plus haut niveau. Et je pense que toi, de par ton charisme, ta carrière et tout ce que tu as fait, tu es légitime à tous les points de vue. C'est gentil, Manu, mais c'est non. Non. Mais même si demain, imagine, alors pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, mais même si demain, on dit, écoute, on fait table rase du passé, il n'y a pas d'élection, on a besoin de vous. On vous met. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, mais c'est bon. Moi, j'ai donné, j'ai fait. C'est compliqué. Je sais qu'un jour ou l'autre, si éventuellement il y a besoin de quelque chose, d'un coup de main. Pour le football français, pourquoi pas, mais pas comme président. D'accord. Ouais. Et quand tu dis si il y a un challenge qui pourrait m'intéresser, on est obligé aussi de penser que, avec tout ce qui s'est passé quand tu étais un grand dirigeant du football mondial, certaines personnes t'ont sali, tu as été blanchi. Moi, personnellement, je me suis dit, un jour, il va venir leur botter le cul, quoi. Il va venir prendre sa revanche. Est-ce que ça pourrait pas être ça, alors, du coup, replonger pour aller te friter avec ceux qui t'ont fait du mal? Tu peux pas friter avec ceux qui ont le pouvoir. Ils sont trop forts dans le pouvoir. La seule façon... C'est-à-dire les dés sont pipés, toi tu viens, les dés sont pipés. Dans le football, aujourd'hui, tu ne peux pas combattre le président de la FIFA ou le président de l'UEFA. La justice peut le faire. Tu peux le faire par la justice, mais pas par malgré ton passé, malgré ce que tu as fait, parce que tu as un bilan en plus quand même, en plus de ta personnalité, tu as un bilan. Non, mais si tu veux que je retourne dans les instances comme la FIFA, il faut que je refasse ce que j'ai fait dans le temps. Oui. C'est-à-dire que tu repars au début. Aller convaincre les 250. Oui. Ah ouais, tu n'en peux plus. Ça va, quoi, c'est d'accord. Bon. Michel Platini sur RMC, dans Rotten sans flamme. Alors, mais Michel, si vous voulez pas être président de club, entraîneur, vous voulez pas être dans les instances, je vois pas trop ce qui reste en fait. Est-ce que vous vous imaginez ne plus retourner dans le foot? Oui, complètement. Oui. Ah, complètement. Oui. Il reste une chose en fait. Quoi? Représenter les joueurs. Ah, président du syndicat mondial des joueurs? Écoutez, on en a parlé à un certain moment, ça m'avait un peu tenté, mais après, quand tu fais un peu le tour des choses, je crois que le syndicat mondial des joueurs n'a pas une très grande importance. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir, à part de lécher les fesses à la FIFA et à l'UEFA pour avoir des subventions. Autant le syndicat dans un pays est important, mais autant, oui, ou en Espagne, ou en Italie, ou en Angleterre, ils sont très forts. Autant au niveau mondial... Bon, il reste consultant dans Rotten sans flamme. Ouais, consultant dans Rotten sans flamme, je pense que... Maradona et de Cantona, ça, à l'époque. Oui, absolument. Oui, avec Roustan, oui. C'est ça, c'est ce qu'il voulait, oui. Et travailler dans les médias, alors du coup, Michel?
Ouvrir ta bouche régulièrement. Alors là, je ne serai pas à votre niveau, donc n'importe quoi. Tu auras un peu de retard sur l'analyse du foot, mais bon, après, ça va se rattraper, ça, Michel. Oui, non, mais ça va être compliqué. Non, mais franchement, je ne sais pas si vous et même tous les auditeurs, mais on est déçus parce que ça veut dire que, en gros, C'est gentil, mais je l'ai dit il y a un an. Non, tu me l'as pas dit comme ça. Non, je ne l'ai pas dit à vous, je l'ai dit. Dans une autre émission. Non, sinon, on serait pas revenu. Hein. Non, je plaisante. On a le droit de changer d'avis. Vous voulez savoir ce que j'ai envie de faire ? Oui. J'ai envie de vivre normalement après 50 ans dans le football. C'est vrai. 50 ans dans les journaux, 50 ans dans les trucs, 50 ans de la responsabilité. Bon, j'ai 67 ans, j'ai envie de vivre normalement. On sent que ça t'a meurtri quand même. Non, mais tu les fais pas les 67 ans, Michel. Non, c'est pas que ça m'a meurtri, ça a coupé quelque chose. Ça a coupé quelque chose. Ta passion, non ? J'aurais continué, je serais allé à la FIFA, je devais être président. Ouais, c'était la suite logique. Ça aurait été la suite logique. Mais après, pendant 5 ans, je me suis mis dans la bataille juridique, dans tout ça, et j'ai perdu un peu le monde du football. Je suis plus dans le monde du football. La foi, tu as perdu la foi dans ce monde-là ? Non, j'ai pas perdu. Je vous ai dit tout à l'heure, je regarde les matchs de football, je regarde le foot. Donc la passion est encore là. Je regarde les joueurs, mais après le reste, l'actualité, la politique, j'en suis un peu loin, je suis plus dedans. Quoi. Il y a des propositions, j'en ai une qui tombe, Michel, conseiller spécial d'un président de club, type Nasser Al-Khelaifi au PSG. Non, mais un président qui aurait besoin de quelqu'un qui a vraiment la casquette d'ancien joueur. Un rôle comme ça peut vous intéresser ? Mais au Paris Saint-Germain, ils ont des anciens grands joueurs, ils n'ont pas besoin de moi. Mais non, mais justement, alors, puisque tout à l'heure, tu as parlé du syndicat mondial des joueurs, mais l'UNFP, du coup, puisque Philippe, il s'arrête là, non ? Non, il a signé pour 4 ans, Philippe. Ah ouais ? Ah d'accord, parce que je pensais que la place était libre, comme vous êtes proche et que ça peut... Non plus. Non, mais j'avais pensé à l'époque, et les gens avaient pensé au syndicat mondial, pas parler au syndicat... National. Mais juste, vous avez balayé le cas du PSG, mais dans l'absolu, conseiller d'un président de club, ça peut vous intéresser ? Je ne sais pas, il faudrait qu'un président de club vienne et qu'il me le demande pour l'instant. Eh bien, à la Juve. Il n'y a personne qui me l'a demandé. La Juve, ils ne veulent pas des conseillers techniques en ce moment, ils ont besoin des conseillers financiers. En tout cas, c'est la première réponse qui n'est pas un nom ferme. C'est là. Ah bon ? Conseiller d'un président. Je n'ai pas répondu. Si, vous avez dit si un président il faut d'abord qu'un président m'appelle. Oui, il faut d'abord qu'un président, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. J'ai pas dit oui. Ah oui, mais là, ça peut donner. Là, d'un coup, ça donne des idées à plein de présidents de club. Si j'ai quelque chose d'exceptionnel et de nouveau pour moi. Bon, pourquoi pas ? Voilà. Ok. Allez, on fera ça alors. Bon, allez, on va passer à la suite. On va parler de l'actualité du foot parce que. Allez, parlons de l'actualité du foot. Tu nous as dit que tu regardais les matchs. Et donc on va parler des matchs de Coupe d'Europe, la tristesse des équipes françaises encore une fois cette année en Coupe d'Europe, mais principalement sur la Ligue 1 déjà. C'est quoi ton ressenti et ton avis sur le niveau de la Ligue 1 ? J'aime bien, je pense que ça s'est amélioré ces dernières années. Il y a des bonnes équipes qui sont en train de monter. Il y a pas mal de surprises. Et il y a des choses intéressantes en Ligue 1. Mais pas mal. Dû à quoi les joueurs, c'est sûr, c'est l'essentiel. Je trouve qu'il y a des jeunes entraîneurs qui arrivent et qui sont bons et qui font jouer. Je veux dire, Lens, il joue merveilleusement bien. J'ai vu Reims, c'est pas mal. Toulouse joue bien. Il y a des équipes qui sont pas mal. Lille joue bien. Non, le football, il n'est pas facile. Marseille, c'est spectaculaire avec Tudor. Marseille, je les ai vus jouer quelques fois et ils sont pas mal. Alors comment se fait-il qu'on soit en mars et qu'il n'y ait plus qu'un représentant français avec Nice en Parce conférence ? qu'une année ça marche bien, une autre année ça marche un peu moins bien. Le problème, c'est que les années sont comme ça. Vous êtes des footballeurs, vous savez très bien que sur un championnat, la valeur se montre. Sur un match de coupe, vous savez jamais. Oui, c'est pas le reflet du niveau. On a pour le Paris Saint-Germain, on a une grande équipe du Paris Saint-Germain qui a 10 points d'avance sur les autres, qui est très bonne. Puis après, tu as un match de coupe. Un match de coupe, tu sais pas comment ça va se passer. Tu l'as trouvée très bonne, cette équipe du PSG, Michel ? Elle est au-dessus de tout le monde, elle est magnifique. En Ligue 1. En Ligue 1, non, mais le PSG. En Ligue 1. Oui, mais le PSG, ils veulent gagner la Ligue des Champions, donc. Mais ils veulent, tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. Mais le Bayern aussi veut la gagner. Oui, mais comment tu expliques justement que ce club-là n'y arrive pas ? Et justement, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin de quelqu'un qui leur explique comment on constitue un effectif équilibré, sans cohérence, sans empiler des stars, tu vois ? Eric, on était dithyrambique sur le Paris Saint-Germain, sur le regroupement. Ils ont 10 points d'avance sur toutes les équipes. Donc, non, on n'a pas été dithyrambique. Tout le monde a été dithyrambique à l'arrivée de Messi, l'arrivée de Neymar, la reconduction du contrat de Mbappé. Tout le monde était, c'est formidable, merveilleux. Non, il y a des questions sur les trois. Est-ce que tu crois que les trois peuvent jouer ensemble dans une équipe ? Mais bien sûr qu'ils peuvent jouer ensemble, les trois.
Mais moi, je préférerais qu'il y en ait un qui joue à Paris, l'autre à Marseille, les trois Oui, c'est à ça, Lyon. exactement. C'est sûr, comme ça, c'est Ronaldo, Messi, c'est de la bagarre entre les uns. Là, ils sont tous dans le même club. Mais bon, maintenant, ils sont exceptionnels, ils jouent bien. Attends, c'est magnifique de voir le Paris Saint-Germain. Et après, tu joues un match de Coupe d'Europe, tu joues contre le Real qui a un très très grand Europe, ça se passe mal. Tu joues le Bayern qui a un très très grand Europe, ça se passe mal. C'est comme ça, c'est le football. Mais Michel, qu'est-ce que tu penses? Même à Barcelone, le Neymar et Messi n'ont pas gagné tous les ans la Coupe d'Europe. Non, c'est vrai. Mais par contre, ils étaient plus réguliers. Tiens, tu parles de Messi. Moi, je me pose la question. Moi, je suis très dur sur Messi depuis son arrivée au PSG. Il a été excellent à la Coupe du Monde, et on va en parler tout à l'heure avec toi de la Coupe du Monde. Mais j'ai l'impression qu'à Paris, il prend ça un peu par-dessus la jambe. Il n'a pas forcément envie, et on voit des prestations très très moyennes de Léo Messi. Je sais pas, je peux pas vous dire, je sais Non. pas. Mais quand il a le ballon, il est bon. Hein. Non, mais quand il a le ballon, il est très 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 bon. Ouais. Je veux dire, ce qu'il fait avec un ballon, Ah bah oui. il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a peut-être un peu Neymar, c'est tout. Hein. Donc, on a la chance d'avoir 3 immenses joueurs dans le championnat de France. Donc, le championnat de France, il est bien, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une grande désillusion par rapport aux défaites en Coupe d'Europe qui se succèdent pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, la Coupe d'Europe, c'est aléatoire, hein, c'est difficile. Hein. Pas facile. Est-ce que, excuse-moi Manu, mais est-ce qu'il y a un entraîneur comme Christophe Galtier qui est souvent critiqué parce que on dit qu'il n'a pas un grand CV et qu'il va avoir du mal à se faire entendre de ces 3 stars-là en priorité, et surtout de Neymar et de Messi? Qu'est-ce que tu en penses quand on parle de ça? Je pense que Galtier est un très très bon entraîneur. Il a eu des très bons résultats partout où il est passé. Ouais. Et puis que je pense il est respecté par les joueurs. Enfin, je suis pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il est respecté par les joueurs. Puis de toute façon, les joueurs, ils respectent toujours les entraîneurs. Même sans un grand CV, toujours. Tu penses? Comment veux-tu que Messi quel entraîneur peut avoir un meilleur CV que Messi? C'est compliqué. Ou que Neymar? Ouais. Que Neymar, on va dire Zinedine Zidane. Oui. Est-ce que Zinedine Zidane... déjà, un entraîneur qui est allé loin en Ligue des Champions. Christophe Galtier, pour le coup, il a découvert les 8e de finale, il a découvert ce stade-là. Peut-être un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Vous, grand joueur, si vous avez été entraîné par un entraîneur qui n'avait pas de CV, qui n'avait pas de palmarès, ça vous aurait posé problème ou vous l'auriez écouté comme les autres? Ok. Ouais, mais c'est pas Mais pareil, après, moi j'étais avec Trapattoni. Trapattoni n'allait pas m'apprendre à tirer les coups francs. Ben oui. C'est-à-dire quand le Paris Saint-Germain ils prennent Messi, ils prennent Neymar, ils prennent Mbappé, c'est pas pour leur apprendre à jouer. Je suis désolé. Aucun entraîneur n'apprendra à jouer à ces footballeurs-là. Arrêtons de donner beaucoup d'importance à l'entraîneur et de lui mettre toutes les responsabilités quand ils perdent. Non, pas tout. Si, mais c'est souvent le cas. On accuse parce qu'il y a un joueur, il va louper un but, c'est la faute de l'entraîneur, il doit virer, il doit changer, on doit changer. Le Paris Saint-Germain a changé tous les joueurs. Ils n'ont pas gagné. Ils ont changé tous les entraîneurs. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Alors c'est quoi le premier? Il faut changer. C'est quoi le problème? Le conseiller, je sais pas, le conseiller, le président. président. On va avoir un conseiller de président, c'est ça? Peut-être le président. Hein. On n'est pas de quelqu'un du football. Voilà, ça fait beaucoup d'appels du pied, Michel. Je sais pas. Excusez-moi, j'ai des supporters du PSG qui nous écoutent, qui écoutent souvent Rotten sans flamme. Mais Michel, bon, là, il y a quelque chose. Michel, sans minimiser le rôle de l'entraîneur, et tu as raison sur la qualité technique des joueurs. Galtier va pas apprendre à Neymar et à Messi à faire un dribble, à faire une passe, à faire un contrôle. Mais n'empêche que passer le niveau, quand le niveau s'élève, et tu sais de quoi je parle, et encore mieux que nous tous autour de la table, il y a aussi des plans tactiques à respecter. Quand tu dis oui, est-ce qu'il respecte l'entraîneur? Moi, j'ai pas l'impression par moment qu'il respecte le plan que Galtier met en place. Est-ce qu'il respectait Tuchel? Est-ce qu'il respectait Ancelotti? Peut-être pas non plus. Ils sont partis, ils ont été champions d'Europe, ils ont gagné la Coupe d'Europe après. Mais c'est très aléatoire. Moi, tu sais, je vais te dire, plus tu vois de matchs, plus tu vieillis, plus tu... C'est incompréhensible le football. C'est très aléatoire. Et on est toujours en train de justifier le match. Un match, tout le monde il est formidable, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Un autre match, il est nul, il faut changer. Aujourd'hui, on voit tous les matchs à la télévision et on juge toujours tout le monde à la télévision. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de toujours. Le Paris Saint-Germain a une belle équipe et puis ils sont perdus contre une autre belle équipe. Et puis voilà. Michel Platini sur RMC dans Rotten sans flamme, c'est l'événement. Manu. Moi, parce qu'on parle du PSG, qu'est-ce qui leur manque pour gagner la Champions League d'après toi? D'après ce que vient de dire Michel, la chance. Il faut que les planètes soient alignées sur certains matchs. Et puis, sincèrement, je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas. Ils ont tout fait pour gagner la Champions League. Ils ont changé les entraîneurs, ils ont changé les joueurs, ils ne la gagnent pas.
Parce que je sais pas où c'est le problème, je vois pas où c'est le problème. Globalement, je suis toujours souvent d'accord avec toi, mais je suis pas très d'accord à ce que tu as dit sur le niveau du Paris Saint-Germain. Ça fait 2 fois que vous êtes en désaccord depuis 18 heures. Hein, Vas-y Manu, de toute façon il va plus te sélectionner là. J'étais pas d'accord. Il était déjà d'accord à 18 ans, il savait pas pourquoi il me sélectionnait. Ça va pas changer. Non, j'étais déçu sur ses déclarations sur la FFF ou les institutions. Mais là, je suis pas d'accord sur ce qu'il a dit sur le Paris Saint-Germain, parce que quand on considère que c'est le plus gros budget, un des plus gros budgets sur la scène européenne et la plus grosse masse salariale européenne, c'est un peu normal qu'ils aient 10 points d'avance aujourd'hui. C'est un peu normal c'est pas vraiment sur la Ligue 1 qu'on les attend, c'est plus sur la Champions League, sur la scène européenne. Alors je sais qu'il y a énormément de clubs qui veulent gagner la Champions League chaque année, mais là, j'ai l'impression que année après année, le niveau se baisse et on a l'impression que le constat est toujours le même. Je suis d'accord avec toi, Manu. Moi, je suis pas dedans. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'il faut pour gagner. Ça fait 40 ans que j'ai quitté le football, le jeu, sauf quand j'étais sélectionneur. Toi, quand tu jouais avec la Juve et que tu es arrivé en finale de Champions League, donc de Coupe d'Europe, tu savais ce qu'il fallait pour gagner les matchs. Tu savais ce qu'il fallait dans un vestiaire, dans la préparation mentale, dans tout, dans l'approche, la constitution d'équipe, dans l'équilibre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain ? Il y en a plein qui ont gagné ça. La seule vérité que je sais dans l'histoire du football, c'est pas parce que tu unis tous les meilleurs joueurs que tu vas forcément gagner. Regarde le Real Madrid l'année dernière. Regarde le Real Madrid quand il y a eu les Galactiques. Ils n'ont rien gagné. Ça, ils s'en souviennent. Oui, et à contrario... Avec nous à Monaco, ils s'en souviennent. Ils et à contrario, les 3 saisons qui sont passées, notamment l'année dernière, où on a vu le Real Madrid gagner la Champions League, alors que sur les 3 tours précédents, il ne méritait pas vraiment de passer. Donc le facteur chance se joue aussi... Mais il n'y a pas que le facteur chance. Je vois que l'aspect mental aussi a été important dans certains matchs, notamment contre le Paris Saint-Germain, où il a fallu d'une seule erreur pour que d'un seul coup, ça bascule de l'autre côté. Donc, je ne sais pas ce qui manque à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Ce n'est certainement pas des millions ou des joueurs de talent, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un syndrome profond dans ce vestiaire aujourd'hui. Je ne sais pas. Ils ont fait venir des joueurs comme Marquinhos, comme Ramos, pour donner une personnalité à cette équipe. Et ils ont quand même perdu. Mais les autres, ils sont bons aussi. Le Bayern de Munich, ils ont aussi une belle équipe. C'est l'institution. Peut-être c'est l'institution, je sais pas, c'est compliqué de faire. Mais Michel, tu viens de dire, c'est pas parce qu'on a les meilleurs joueurs que forcément on gagne. Empiler les stars, c'est pas forcément par là que tu... Regarde-nous en 92. Donc elle est là l'erreur alors. On fait 8 matchs, 8 victoires, on arrive à l'Euro, on se fait taper lors des poules. Alors qu'on fait partie des meilleures équipes européennes pendant toutes les qualifs. Oui. Et alors ? Justement, la question. Et alors, avec le recul, est-ce que c'est un problème d'état d'esprit et que le PSG là, c'est un problème d'état d'esprit, du moins d'être unis, d'être une équipe? Écoute, moi, j'ai pas vu le match retour parce que j'étais pas en France et j'ai pas réussi à le voir. Bon, t'as rien raté. Mais si le mec là, le Portugais Vitinha, Vitinha, ouais. Tout le monde lui dit s'il la met au fond, ça change. Ah oui. À 0. Ben voilà, c'est des péripéties, c'est des choses. C'est difficile à expliquer le football et c'est pour ça qu'il y a les émissions de télévision parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Tu crois pas, Michel ? Si on savait l'expliquer le football, le Paris Saint-Germain gagnerait. Le football est complètement irrationnel. C'est aléatoire. Prenons irrationnel. Prenons le Paris Saint-Germain. Marseille bat Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ouais. Et ils perdent contre qui après ? Marseille. Contre Annecy. Oui, puis en deuxième division. Pourquoi ? Et tu le sais pas. Et essaye de comprendre. Non, mais tu crois pas, puisque tu as connu ça, toi, en Italie, puisque la Juve, ça a toujours été un club immense, mais à cette période-là, vous étiez très fort. Tu crois pas à la culture club, c'est-à-dire quand tu vois le Real, ce qu'il faut encore l'an dernier, alors que c'est pas leur meilleure équipe de ces dernières années, tu vois, qui est vraiment imprégné dans le club, un truc qui fait que quand ça doit tourner du bon côté, ça tourne toujours du côté de ces clubs-là. Et Paris, ils ont peut-être pas cette histoire, tu vois. Je sais pas. S'ils ont une culture club ou pas club, je vis pas avec eux, je les rencontre pas, je les vois pas, je sais pas. C'est vrai que si tu formes un club, si tu formes un vrai club, une vraie équipe. Les mecs, ils viennent pas pour les bonnes raisons, tu vois, dans ce club-là. Peut-être, je sais pas, mais. Tu vois, quand toi, tu signes à la Juve, c'est presque viscéral quand tu y vas. Bon, il y a tes origines, il y a ce club-là qui représente, tu y vas pour gagner des titres. Là, j'ai pas l'impression que les grands joueurs, notamment, à part Mbappé qui reste parce qu'il est originaire là, tu vois, mais j'ai pas l'impression qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Tu vois, ils viennent pour le contrat, pour le très très gros contrat qu'on peut pas leur donner ailleurs, mais ils ont pas, tu vois, ils perdent en Coupe d'Europe contre le Bayern. Je pense que le lendemain, ils vont acheter le pain comme si de rien n'était. Je sais pas. Tu vois, alors que toi, si tu perdais, tu te cachais, quoi, tu vois, parce que. Mais l'âme d'un club, Michel, c'est important quand même. Tu sais, quand on perd, on peut tout dire.
Oui, mais quand ça se répète. C'est pour ça que je disais aux joueurs en équipe de France, vous gagnez et on se reverra la prochaine fois et personne ne m'emmerdera. Donc voilà, il vaut mieux Oui, mais gagner. quand ça se répète, Michel. Je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si tu as une culture de club, si tu as des joueurs qui jouent pour un club, c'est mieux, c'est plus facile, mais c'est pas pour ça que tu gagneras. Je veux juste revenir sur un point. Vous nous avez dit, il n'y a pas de crise au sein du foot français. Il n'y a pas de crise des institutions. Il y a une crise de personnes. Donc, Absolument, c'est seulement Noël Le Graët le problème de la Fédé ? Écoutez, bon, j'ai jamais été un grand fan de Noël Le Graët, mais je pense qu'il restera dans l'histoire du football français comme un très bon président et quelqu'un qui a fait du bien au football, notamment quand il était à la Ligue, quand il était à Guingamp, quand il était aussi à la Fédération française. Ça, c'est un peu parti en banane, on dirait, ces quelques dernières années, mais sinon il a fait des choses remarquables pour le football français, donc il faut pas tout oublier. Et Michel, un œil sur, vu que malheureusement ça ne sera pas toi, à président de la Fédé, est-ce que tu as un nom comme ça qui te vient, ou est-ce que tu penses que ça peut être une personne du COMEX aujourd'hui qui prend la relève ? Moi j'étais surpris que le COMEX y reste déjà, parce que s'ils ont été élus sur l'équipe de Noël Le Graët, Noël Le Graët partant, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas partis avec. Sincèrement, tu faisais d'autres élections. Bon, ils auraient dû démissionner avec Noël Le Graët. Ils auraient dû démissionner avec Noël Le Graët. Donc, après, je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais mieux vaut tard que jamais. Non, je crois que c'est fini. Jamel Sanjak a démissionné. Oui, bon, on sait pourquoi. Qu'il a fait. Ouais. Et alors, puisqu'on est un peu dans les affaires fédérales qui touchent le foot français, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé en équipe de France féminine, avec donc ces 3 joueuses, Kadidiatou Diani, Wendy Renard et Marie-Antoinette Katoto, qui ont dit on arrête la sélection tant que le système actuel est en place, c'est-à-dire tant que Corinne Diacre est sélectionneuse de l'équipe de France, elle qui a été depuis... Je ne connais pas les règlements, mais à notre époque, quand tu refusais la sélection, tu étais sanctionné et tu ne jouais plus dans ton club. C'est ce qui s'était passé à Serge Chiesa dans les années 70. Alors je ne sais pas aujourd'hui, mais ce n'est pas très bien pour la fédération. C'est quand même pas des joueuses de football qui doivent décider qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Alors je pense que là, la fédération est encore faible et ce n'est pas un bon signal qu'ils envoient tous les entraîneurs Est-ce qu'elles partout. Est-ce qu'elles n'ont pas profité justement qu'il y avait un moment de faiblesse au sein de la direction, mais je ne rentre pas dedans. Toi, tu penses que le COMEX n'aurait pas dû céder à la pression ou au chantage? Non. Que la direction technique nationale se rende compte qu'il se passe certaines choses, y a des manques, et qu'il décide de faire quelque chose, mais pas que ça vienne comme ça d'un boycott des joueuses. Normalement, c'est pas sérieux de la part de la fédération française. Elles disent qu'elles ont essayé de tirer la sonnette d'alarme avant, mais qu'elles n'ont pas été entendues. Donc, elles n'avaient plus d'autres solutions. Je ne leur veux pas, elles. Je trouve que c'est une des faiblesses du COMEX. Voilà. Et comme ils ont réglé le problème, j'ai pas tellement apprécié. Demain, si Kylian Mbappé, Griezmann et quelques joueurs disent nous on veut plus de Didier Deschamps parce que l'ambiance nous plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, Griezmann, ça arrivera pas. Je sais pas, mais pourquoi pas puisque mais je plaisante. Des joueuses l'ont fait, même ou dans d'autres clubs, c'est pas très bien tout ça. C'est pas bien c'est pas une belle image de la fédération française. Tu viens de parler de l'équipe de France A. T'as regardé la finale de la Coupe du Monde? J'ai regardé pratiquement tous les matchs de la Coupe du Monde. D'accord. Je dirais que c'était très bien télévisé. C'était très bien télévisé. Oui. Est-ce que tu t'es amusé et l'œil de passionné, comment tu as trouvé la Coupe du Monde déjà dans son ensemble? J'ai trouvé une bonne Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que de là jouer en novembre, ça change tout. Les joueurs comme moi au mois de juin étaient très fatigués. C'était difficile, même pour voire blessés. Même voire blessés. Et tandis que là, il y avait une qualité physique exceptionnelle. Ce que je dirais de la Coupe du Monde, je dirais que il n'y a plus de petites équipes. Je suis pas sûr qu'il y ait des grandes équipes. D'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait des France, l'Argentine vous ont pas impressionné dans le jeu en tout cas. Non. Ouais. Non. Et qu'est-ce que tu as pensé des nouvelles technologies, la VAR par exemple, pendant la Coupe du Monde? Moi, ce qui m'a surpris pendant la Coupe du Monde, c'est que des fois, ils jouent 10 minutes, 12 minutes. Ah oui, en additionnel. Il vaut mieux mettre les matchs à 50 minutes plutôt que de mettre 10 minutes de plus, sincèrement. Tu as été quand même un fervent opposant de la VAR pendant longtemps. Oui, mais moi, je suis toujours contre la VAR. Parce que juste un exemple parmi tant d'autres, l'interprétation qu'on en fait d'un penalty aujourd'hui, même nous, les anciens joueurs, je suis même persuadé que si on faisait un sondage des joueurs actuels, ils se tromperaient tous sur les réponses. Pour être clair sur ce
qu'on peut voir, sur ce qui était ma position initiale, et ce qui est un peu ce que j'ai vu de toutes les technologies dans le football, je pense qu'il y a une chose qui devrait être maintenue, c'est et la goal line technology et peut-être le hors-jeu. Parce que ça, ce sont des choses qui ne sont pas très visibles par les arbitres. En revanche, tout le reste, c'est l'interprétation. Et là, l'interprétation, tu mets la VAR ou pas la VAR, ça change rien. Ça sera l'interprétation de l'arbitre. Donc, moi, si on devrait faire une synthèse, oui, sur les lignes et non sur l'interprétation de l'arbitre. Oui, mais le hors-jeu, tu es d'accord avec moi, c'est aussi une question d'interprétation par moment, parce que ça dépend. Non, l'hors-jeu, c'est l'hors-jeu. Oui, mais ça, ça dépend. Moi, j'ai mis 5 arbitres à un certain moment, parce qu'il fallait mettre plus d'arbitres pour voir le football. Et pour aider les arbitres. Bon, eux, ils ont décidé de mettre plus de caméras, plus d'arbitres dans le truc. Bon, c'est un autre choix. Mais le hors-jeu, c'est à la télévision, c'est clair. Les fautes, tu sais très bien que... Oui, bien sûr. Toucher un joueur, c'est pas faute. Oui, puis... À la télévision, c'est penalty, etc. Donc, mais c'est l'interprétation auprès de l'arbitre. Il y a des problèmes dans l'arbitrage. Les problèmes n'ont pas été réglés, ils ont été déportés sur d'autres problèmes. Michel, même le hors-jeu, tu t'imagines que maintenant, on signale des hors-jeux à 5 mm. Est-ce que c'est foot, ça ? Surtout que toutes les lois que l'on a changées ces dernières années ont toujours été pour l'offensif. Certes non, mais si l'hors-jeu de 5 mm, il est l'hors-jeu de 5 mm. Moi, je vous dis, si tu dois faire un tri moyenne de ce que doit être la technologie, je resterai sur les distances parce qu'au moins c'est précis, net. Le reste, c'est l'interprétation. Pour en revenir... 5 mm, c'est pas l'interprétation, c'est hors jeu. Bon, après, tu peux changer les règles. Tu penses pas que c'était mieux avant sans les télévisions ? Parce que sans les télévisions, il y a eu des légendes qui se sont construites, notamment le but de Maradona, enfin des choses comme ça. Même si ça crée des grosses injustices, mais ça fait partie de la légende. Mais sincèrement, au départ, on met la VAR parce que les arbitres font des erreurs. C'est ça. Mais on n'essaye jamais d'essayer d'améliorer les arbitres. Et d'ailleurs, les arbitres, je les trouve de plus en plus mauvais maintenant. Parce qu'ils disent, on s'en fout, on a la VAR. Ils sont déresponsabilisés. Ils sont déresponsabilisés. Et donc, c'est pas très bien pour le niveau de l'arbitrage, je pense. Si vous nous rejoignez maintenant, la personne que vous entendez, c'est Michel Platini sur RMC, dans Rotten sans flamme. Il est 19h12. Alors, cette finale de la Coupe du Monde, donc France-Argentine, la finale que l'on perd au terme d'un scénario exceptionnel. Alors, c'est marrant parce que vos premiers mots sur ce match, c'est pas deux grandes équipes. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais dans il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine est championne du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un tel nivellement. Aujourd'hui, 70% ou 80% des joueurs jouent en Europe. La Coupe du Monde, maintenant, c'est plus une aventure, c'est plus une découverte. Ils se préparent de la même manière. Ils se préparent tous et ils sont tous bien préparés. Et ça y va de tous les côtés. J'ai dit il n'y a pas peut-être de grandes équipes comme on les a vues dans les années 70 ou autres. À l'époque du Koweït, par exemple. Tu avais une équipe qui dominait. D'accord. Pour en revenir spécifiquement à la finale, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que pour toi, c'est la finale de l'histoire ? La plus belle finale de l'histoire en termes de scénario ? Écoutez, un jour, j'ai parlé avec Franz Beckenbauer et je lui parlais du match fabuleux qu'ils avaient joué Allemagne-Italie en 70 où l'Italie bat l'Allemagne 4-3 après prolongation. J'ai dit, ça devait être un match formidable. Il dit, Michel, tu ne peux pas t'imaginer, c'était un match de merde jusqu'à la prolongation. C'était le plus mauvais match qui puisse exister dans une Coupe du Monde. Et puis après, ça a été exceptionnel parce qu'il y a eu des scénarios qui s'est passé. Bon, là c'était pareil, tu penses, jusqu'à la 80e minute. On n'en était pas loin, parce que la France n'était pas bonne, elle était vraiment très mauvaise. L'Argentine était plutôt pas mal, pleine de trucs, et ça a tout changé en 2 minutes. Une fois que l'Argentine a baissé physiquement, autour de la 80e minute, la France a pris le dessus, et à la fin, elle peut gagner. Mais après, est-ce que la France méritait de gagner la Coupe du Monde ? Autant en 98, autant en 2018, pourquoi pas. Autant là, pourquoi pas non plus. Ouais. Elle t'a pas forcément... on a enthousiasmé. Moi, j'étais très content. Mais... On pouvait gagner. Je veux pas dire que... Mais après, si tu regardes un peu, est-ce qu'on méritait de battre l'Angleterre ? Est-ce qu'on était meilleur que le Maroc ? Est-ce qu'on a été bon en finale ? Oui, il y a des débats. C'est plutôt non à chaque fois, j'ai l'impression. En tout cas, c'est pas évident. Non, c'était pas évident, mais bon, voilà. T'as pas plus enthousiasmé que ça tout au long de la compétition. Si, j'ai trouvé que c'était une belle Coupe du Monde. Si la France méritait de gagner la Coupe du Monde. Non, mais de toute façon, on est d'accord, Michel, on a fait tellement de débats là-dessus. Nous, on y était sur place tous les jours, donc on peut pas oublier les matchs que tu viens de citer, contre l'Angleterre, la réussite, contre le Maroc, la finale pendant 80 minutes. Ça, on est d'accord que... Maintenant, on a été très efficace. Ah, bien sûr. On a été très efficace.
Michel, tu penses quoi, puisqu'on a fait des débats sur la prolongation de Didier de 4 ans, tu en penses quoi de ces débats-là? Est-ce que Didier, avec un titre de champion du monde et une finale, c'est normal de le laisser 4 ans? Ou alors tu dis on aurait dû lui prolonger le contrat que jusqu'à l'Euro? Il était légitime, si ce n'est après qu'il y a quelques joueurs qui ne le voulaient pas, comme chez les filles, quoi, tu sais pas. Mais après, c'est complètement légitime qu'il re-signe, mais complètement. Les 4 ans? Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde? Je ne me suis pas posé la question, mais normalement... Mais si toi tu avais été président, tu l'aurais prolongé 4 ans ou que 2 ans jusqu'à l'Euro? Je ne suis pas président. Non. Ou tu aurais peut-être voulu changer, voir une autre tête, voir Zinedine Zidane à la tête de la sélection. C'est compliqué avec si DJ il a envie de rester, avec le palmarès qu'il a, c'est difficile. Oui, mais c'est historique, Michel. Alors je dis pas que c'est pas parce que ça n'a pas été fait avant qu'on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui, mais rester 10 ans, plus de 10 ans à la tête d'une sélection. C'est une équipe qui fonctionne bien, dans laquelle ils se plaisent bien, ça joue bien, ça gagne, ça va en finale, ça gagne la finale, ça va à une autre finale, ça la perd. Il n'y a aucune raison de changer DJ, sauf s'il veut partir. Oui, mais après, l'équipe de France, t'es bien placé pour en parler, l'équipe de France appartient aussi aux Français. D'accord ? Et alors ? Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de passionnés de football qui auraient aimé voir un duo Michel Platini, président de la Fédé, et Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France. Pas pour ça qu'on aurait gagné la Coupe du Monde. Hein. Non, tu peux pas savoir. Non, mais là, on parle de la légitimité. DJ avait toute la légitimité de continuer. Après, je sais pas ce qui se passe. Ça aurait pu être Zinedine. Je sais pas si Zinedine il le souhaite. Je sais pas du tout. À mon avis, il attendait que ça. Il attend que ça, je crois. Je pense qu'il lui reste ça à faire entre nous. Mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, c'est comme ça. Tu le verrais entraîner le Brésil, Zinedine Zidane? Ah ouais, ça j'aurais bien aimé. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'un entraîneur français qui entraîne le pays du football. Le pays du football, le Brésil, ça aurait été merveilleux. Là, tu prêches un convaincu aussi. Je pense que j'aurais fait un voyage au Brésil pour aller le voir entraîner. Mais à Maracana et tout ça. Ça m'aurait fait plaisir. Il y a beaucoup de Français qui se posaient la question. C'est toi, Manu, qui disais ça? Non, c'est Dugas. C'est Dugas qui disait s'il y a un France-Brésil, s'il y a un France-Brésil avec Zinedine Zidane à la tête de la sélection brésilienne, on n'est pas sûr d'être forcément pour l'équipe de France. C'est comme le fait de l'imaginer au Paris Saint-Germain, pour les supporters marseillais, pour ses origines marseillaises. Beaucoup disent que ça serait une traîtrise quelque part, alors que moi je ne comprends pas ça. Tu vois. Alors nous on accueille tout le monde à Paris. Regarde Eric qui est bien placé pour le savoir. Alors je reviens à ma finale de la Coupe du Monde. Les 80 minutes donc compliquées, mais le match bascule aussi par une individualité, Kylian Mbappé, qui va donc marquer 3 buts dans cette finale. Incroyable. Est-ce que, selon vous, Kylian Mbappé va finir, ou est déjà peut-être parmi les légendes du foot français, au même titre que Platini, que Zidane? Est-ce qu'il y aura Mbappé? Oui, absolument. Oui. Il l'est déjà. Oui. Ah ouais, d'accord. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Et pourquoi, Michel, il y est déjà? Parce que ce qu'il montre et ce qu'il a fait est exceptionnel. Je suis désolé. Ah non, mais t'as pas besoin d'être désolé. Non, mais ça, j'ai l'impression que... convaincu. Je prêche des oui. Moi, j'ai eu peur que ma réponse soit mauvaise. Non, pas du tout, mais je m'attendais à ce que vous disiez que c'est aussi je crois que vous nous aviez déjà dit ça il y a un an, c'est aussi le témoin de l'évolution du foot. C'est-à-dire que il n'a pas la même sensibilité ballon au pied que vous, que Zinedine Zidane. Il a aussi des qualités physiques, des qualités de vitesse qui font aussi beaucoup la différence. C'est le foot aujourd'hui. Il est ce qu'un attaquant devrait être, c'est-à-dire il va très vite, il a les 2 pieds, mais on s'oriente comme ça aujourd'hui. Non, mais même je pense que des Giroud, je pense qu'il y en aura de moins en moins. Tu vas trouver des Rashford, des Mbappé, des gens qui vont très vite devant, des Coman, etc. Oui, mais Michel, tu as l'impression de dire que c'est le football de maintenant. Moi, j'ai souvenir de passe de Michel Platini pour Boniek. Je parle d'attaquant. Place de Michel. Passe de Michel Platini pour Boniek. La qualité de Boniek, c'était qu'il allait à 2000 à l'heure aussi. Il allait aussi à 2000 à l'heure. Voilà, donc ça existait déjà aussi à l'époque. Et c'était un grand joueur. Oui. Donc c'est pas que d'aujourd'hui, quoi. Tu vois. Non. C'est juste que c'est une autre sorte de joueur par rapport à ce que tu as été. Il aurait pu jouer dans les années 70-80, mais il est né plus tard. Il va très vite. Il comprend très bien le jeu. Il est très intelligent et il a les 2 pieds. Alors, je vais dire. Il est hors norme. Il est hors norme, franchement.
Michel. Dans sa précocité, dans sa maturité aussi. Je sais pas s'il est hors norme, mais il est très 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 bon. Il est hors norme dans le sens où on en revient à ce qu'on disait. Ce qu'il est hors norme, c'est dans sa rapidité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des gens qui ont les 2 pieds comme lui et qui sont intelligents, il y en a pas mal. Mais en plus qu'il est très très rapide comme ça, c'est hors norme. Et qui maîtrise sa vitesse pour faire des trucs, parce qu'il y a des mecs rapides qui oublient le ballon. Mais après, moi je le regarde fonctionner. Il part au bon moment. Il part pas quand il doit pas partir. Il a aussi un cerveau qui il a un cerveau sur le terrain. Dans l'analyse, c'est adapté à sa vitesse de course. Mais moi j'avais une question sur lui, puisqu'on parle de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses qu'il doit quitter le PSG pour gagner une Champions League? T'as vu comment il est malin? Il revient à la charge là-dessus. Ben non, parce que moi c'est mon avis. Non mais toi, sincèrement. Non mais c'est vrai, ce qu'il veut dire, à la limite, c'est même pas la question de pour gagner une Ligue des Champions, mais est-ce que tu penses que quand on est un joueur hors norme comme ça, pour avoir peut-être une reconnaissance supplémentaire, il faut partir comme toi tu l'as fait, comme Zizou l'a fait à Madrid? Moi je dirais qu'il peut gagner la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Déjà. Après, je pense qu'il partira un jour quand il aura envie de partir. Quand il aura fait le tour du football français, il ira voir un autre football, il ira en Espagne ou en Angleterre, il se fera plaisir, et puis voilà. Et puis après, il finira peut-être aux États-Unis, comme on a tous souhaité le faire. Et tu jouerais aujourd'hui au football, Michel, tu serais attiré vers quel championnat? Parce que l'Italie, quand tu es allé en Italie, il y a tes origines, mais il y a aussi le fait que l'Italie, c'était le grand championnat européen à l'époque. Tu jouerais aujourd'hui, tu voudrais aller jouer où? Espagne. C'est une bonne question, ça. Bon, l'Angleterre est considérée comme le championnat numéro 1. L'Espagne. Mais toi, tu n'aimes pas le Boxing Day, toi? Ouais, j'aime pas. Jouer à Noël, c'est pas possible. Pas manger la dinde à Noël, il peut pas, Michel. Non, c'est pas une question de dinde. Mais tu veux pas la manger, que tu vas me faire quoi dans la dinde alors? Je vais te la donner. C'est infernal. Tiens, je m'en occupe si tu veux. On est dans la philosophie, on n'est pas dans la dinde. Non, mais vous deux, vous ne savez pas vous tenir, Manu et Eric. Moi, je suis pas allé en Angleterre parce qu'il y avait le Boxing Day. Et je me voyais pas passer les vacances de Noël, à jouer au football tous les 2 jours en Angleterre. Voilà, je ne me voyais pas comme ça. Et donc, si je devais aller dans un football, je ne sais pas du tout. En Espagne, Montréal. Je sais pas. Je sais pas. Non, tu sais pas. Non. Un club qui t'aurait fait... on met de côté la Juve, pour tout ce qu'on sait par rapport à ce que ça représente pour toi et ce que tu as fait là-bas. Tu aurais dû choisir un autre club à un moment donné, parce que le Real, c'est déjà un grand club. Est-ce que ça t'a tenté à un moment donné? Tu as dû être contacté pour tous les grands clubs. Tu as jamais hésité avant de partir à la Juve, par exemple? C'était la Juve ou rien d'autre? Moi, le premier club qui m'a voulu, c'est le Valence en Espagne. Ah ouais? Oui, à l'époque de Kempes, tout ça, c'est le premier club qui m'a voulu. Et Nancy voulait me vendre à Valence. Et j'ai dit non, je vais à la fin de mon contrat, je ne pars pas avant. Puis après, j'avais signé avec l'Inter de Milan. Ah, tu avais signé avec l'Inter? J'avais signé avec l'Inter de Milan, mais les frontières sont restées fermées. Tu sais, à l'époque, oui, bien sûr. Il ne pouvait pas y avoir des tranchées. Donc, je suis allé à Saint-Etienne. Et puis après, quand la Juve est venue me chercher, j'ai appelé l'Inter de Milan. Je leur ai dit, mais moi, la Juve me veut. Est-ce que vous me voulez toujours à l'Inter de Milan? Ils ont dit, non, on a pris Hansi Müller. Et puis, Praska, fais ce que tu veux, Michel. Donc, je suis allé à la Juventus. Okay. Ah ben, ils doivent se mordre les doigts. Et après, pour finir, à la fin de ma carrière, la Juve voulait que je reste, mais il y avait Marseille et Barcelone. Et Barcelone m'a toujours voulu pendant pratiquement 10 ans. Tous les ans, Barcelone me voulait. Ah oui. Ouais. Et tu n'as pas regretté d'arrêter si jeune, Michel? Non. Jamais? Jamais. 32 ans? J'ai l'impression que vous n'avez pas souvent de regrets dans la vie. Non. C'est ça. Hein. Il faut penser avant. Hein. Mais quand tu t'arrêtes, c'est comme sur le terrain, il faut voir avant. Mais quand tu t'arrêtes, Michel, c'est parce que c'est pas le jeu, c'est pas le jeu, mais j'ai pas eu de chance parce que toute la Coupe du Monde, toute l'année 86, je suis blessé. Oui, tu es blessé. Je suis blessé, je boite, je prends des cachets, C'est ça qui te. Il y a la Coupe du Monde et puis j'ai un œuf de pigeon comme ça derrière, une bursite, ça s'appelle, et je m'en sors pas. Et on va à la Coupe du Monde, je suis pas bien, on joue à la Coupe du Monde, je me fais soigner par Jacques Bailly, que j'embrasse à Marseille, qui s'occupe de moi, qui me remet en place. Et puis j'avais décidé d'arrêter, alors que je revenais bien dans le football. Puis voilà, et puis après, tu as les enfants qui sont grands, tu n'as plus envie de partir. Et puis c'est comme ça. C'est cette année-là où vous avez les ligaments croisés et vous le savez pas? Non, ça c'est bien avant ça. Ah, c'était bien avant, d'accord. Ouais, c'est avant. Bon. C'est quand il a eu le ballon d'or, là. Voilà, c'est pour ça que ça fait de Michel la légende du football français. En numéro 2, Zinedine Zidane, et maintenant en numéro 3, Kylian Mbappé. On est d'accord avec ce trio. C'est ça le top 3? Ou inversement.
Ou non, C'est dans le désordre. non. Je sais pas. Non, On verra. Michel Platini. Mais pour toi, il y en a 3 actuels. Après, attention, j'oublie Kopa et Raymond Kopa, bien sûr. Avant. Non, mais c'est sûr que Mbappé fait partie des très grands. Des très grands. Michel Platini. Non, mais moi, Mais il a un avantage sur nous, c'est qu'il continue de jouer. Oui, et puis encore quelques années. Encore des courra toujours plus vite. Mais il est toujours pas Ballon d'Or. Ah non, c'est Benzema le Ballon d'Or. Et ouais. Voilà. Justement, tiens, il faut. Non, mais moi je voulais déjà. Karim, justement, il faut. Ouais, on va en parler après, mais. Vas-y. Non, mais moi je voulais juste sur la Coupe du Monde, parce qu'on parlait de la Coupe du Monde tout à l'heure. Tu nous parlais des équipes, que la Coupe du Monde était belle. Quelle équipe t'as enthousiasmé? Il n'y a plus de petite équipe, et j'ai pas trouvé de grande équipe, mais toutes les équipes que j'ai trouvées m'ont bien plu. Je veux dire, que ce soit les Asiatiques, les Africaines, il y a une vraie progression du football international, dû au fait que tout le monde joue en Europe. Et tout le monde s'entraîne comme tout le monde. Donc, c'est pour ça que le football est bien, donc compliqué, et donc difficile, et nivelé. C'est ce que je regrette un peu, moi. Ouais. Que ça se soit trop européanisé, en fait. Ben ça, il fallait se battre. Il fallait se battre dans les années 40. Perdu son instinct. Manu, je suis d'accord, mais on s'est tous battus contre l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, à la libre circulation des joueurs, tout le monde peut tout faire et tout le monde peut jouer dans tous les clubs. Voilà. Ça vient de là. C'est les politiques qui ont changé le football. Encore 2-3 questions d'actu. Jérôme, Eric, Manu, vous vouliez parler de Benzema notamment. Ouais, Michel, je ne sais pas si tu as vu l'affaire, le règlement de compte entre Didier Deschamps. Non, tu me dis non de la tête, mais n'empêche, il y a quand même quelque chose qui nous a tous interpellés, et j'imagine toi aussi en tant que passionné. Quand tu prends Karim Benzema et que tu n'arrives pas à l'intégrer correctement à la Coupe du Monde, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Et puis surtout Karim derrière qui dit maintenant fini la sélection. Non, j'ai pas de ressenti, je connais pas l'affaire, je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Il faut être dedans, je suis pas dedans. Mais si on ne va pas parler de ça, parce que tu as raison, on n'est pas obligatoirement dedans, mais qu'est-ce que tu penses de la carrière en équipe de France de Karim Benzema? Est-ce que c'est comme nous, ça te laisse un goût d'inachevé? Est-ce que tu aurais aimé le voir justement par rapport à ce qu'il a fait au Real avec Mbappé, avec Griezmann, justement? Je pense que ses meilleures années, il les a pas jouées en équipe de France. Il a été suspendu écarté pendant 5-6 ans. Ouais. C'est ses meilleures années. Après, il est revenu. Il a fait un bel Euro. Il était bon. Et puis, il a fait une année l'année dernière exceptionnelle. Il s'est libéré quand Ronaldo est parti. Il est devenu le patron du Real de Madrid. Moi, je l'ai vu très, très bon déjà quand il jouait à Lyon au début. Et s'il a été pris au Real de Madrid à l'âge de 22 ans, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et qu'il soit Ballon d'Or, c'est pas un hasard non plus. Et donc, du coup. Mais après, c'est une équipe. Et dans une équipe de France, c'est pas simple de faire jouer Benzema, Griezmann, Mbappé. C'est tous des avancantes pratiquement. Ouais, mais quand il est quand même Ballon d'Or, quoi. Quand tu es Ballon d'Or, tu sais de quoi tu parles, parce que tu en as eu plusieurs des Ballons d'Or. Ballon d'Or avec le Real Madrid. Oui, mais d'accord, mais il était sélectionnable. Là, il était plus suspendu. Donc ça veut dire qu'on aurait pu se servir aussi et construire l'équipe autour de Benzema. Moi, je sais pas, parce que je sais pas ce qui s'est passé dans l'équipe de France, je sais pas du tout. Après, des associations, tout le monde, faire jouer tout le monde, c'est compliqué. Et est-ce que tu penses que sélectionner, c'est renoncer, Oui. C'est pas simple. Et la place de Karim Benzema dans l'histoire du football français, du coup, est-ce que tu penses qu'on peut rester dans la légende du football français sans avoir flambé avec l'équipe de France? Oui. Quand on a gagné Parce tant de Ligue des Champions. Aujourd'hui, dans la mentalité, dans la philosophie, dans l'idéologie du footballeur et de Ballon d'Or, ça veut dire quelque chose. Ah oui, bien sûr. Tu peux pas minimiser. Sincèrement, plus qu'à votre époque. Beaucoup plus qu'à mon époque. Je vois les gamins. Donc, il y a le papa qui dit t'as vu, c'est Michel Platini. C'est qui? Il a eu 3 ballons d'or. Et là, tu as les yeux qui s'ouvrent. C'est vrai, tu as raison. Ça marque les gamins, il y a eu un truc sur le ballon d'or qui est mérité, pas mérité, je suis pas sûr. Parce que c'est qu'une récompense individuelle. Mais ça place son mec. Bien sûr. Et donc, Benzema restera dans l'histoire du monde, comme Shevchenko. Bien sûr. Oui. Il a été ballon d'or. Après, en équipe de France. Jérôme. Michel, on parlait de la Coupe du Monde tout à l'heure. Nous, on y a été pendant un mois. Moi, j'étais surpris de ne pas te voir. Pourquoi tu n'es pas venu? Tu as quand même dû être invité, j'imagine, à la Coupe du Monde. Vous avez voté pour le Qatar. Oui, en plus. Oui. Pour l'attribution. Oui. Alors, c'était un souhait de ta part de non, je voulais voir comment étaient les matchs à la télévision.
Non, mais c'est pas possible cette ironie, Michel. Non, mais par contre. Non, mais je déconne pas là. Non, mais je voulais voir, je connais le réalisateur, je voulais voir s'il est filmé. Ça a été invité. Non, mais il va nous prendre pour des Invité par le président de la C'est la sardine. Invité par le président de la FIFA qui m'a mis au pénal. Non, de Qatar plutôt. Hein Côté Qatar, j'imagine. Non, j'ai pas de nouvelles du Qatar depuis 4-5 ans. Non, mais Michel, justement, puisqu'il y avait eu polémique au moment de l'attribution de cette Coupe du Monde, quand tu vois comment elle s'est passée, puisqu'il n'y a pas eu d'accro, vous y étiez, mais moi j'ai entendu Magnifique. Les matchs, les stades et tout. L'organisation magnifique. Après coup, tu te dis, bon, mais finalement, il y a eu la polémique sur mon vote, mais ce pays méritait d'avoir la Coupe du Monde et ils ont assumé. Moi, je signale que j'ai voté pour le Qatar. Je l'ai annoncé à tout le monde. Je suis le seul membre du comité. Non, mais vu comment ça s'est passé, j'étais le seul membre du comité exécutif qui a dit pour qui il avait voté, et j'étais le seul qui a eu des emmerdes. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit. Parce que pourtant, il y en a d'autres qui ont voté pour eux. Oui, il y en a eu 14 sur une vingtaine. C'est vrai, ça. Moi, j'ai voté le monde arabe, j'ai voté le Golfe et j'ai voté le Qatar. Et j'avais dit à l'émir du Qatar, je ferai tout pour que ça se joue en novembre. Parce que moi je lui ai fait. Et la deuxième chose, je veux que ça se joue dans tous les pays du Golfe. C'est-à-dire que donner 3 matchs à Abu Dhabi, 3 matchs à Bahreïn, 3 jours, tout ça, et comme ça, vous avez 45. Et ça, c'est pas bien passé. Ça, c'est pas passé. C'est dommage. Michel. Mais moi, j'ai donné au mandat. Attends, j'ai encore une question. Et j'assume ce que j'ai fait. Et ils m'ont tu es content de voir ce qui s'est passé. Et ils m'ont pas corrompu, ils m'ont pas donné d'argent pour que je vote pour le monde arabe. Voilà. Dernière question d'actu avant de vous donner la parole au 32-16. Michel, vous étiez au Stade de France en 98 quand Didier Deschamps, Manu Petit et ses potes ont soulevé la Coupe du Monde. Moi, je vous signale que j'avais organisé la Coupe du Monde. Je devais y être. Que vous aviez organisé, bien sûr. En ce moment, le Stade de France est en vente. Il y a un appel d'offres qui a été lancé et ça pourrait être acheté par n'importe quelle entité privée. Le PSG, par exemple, a laissé filtrer qui pourrait être intéressé. Jérôme voulait l'acheter pour promener le chien. Est-ce que selon vous, il va falloir ça fait partie du patrimoine du sport français et il devrait rester dans le giron de l'État? S'il n'y avait pas eu le Stade de France, il n'y aurait pas eu de Coupe du Monde. Je pense que s'il n'y avait pas le Stade de France, il n'y aurait pas eu les Jeux Olympiques. Donc ça fait partie de l'histoire du sport français. Donc il ne faut pas le vendre? Ou il devrait rester aux mains de l'État? Moi, je ne sais pas, ça c'est un problème financier avec l'État qui se débrouille. Ça vous ferait un petit truc de le voir appartenir à un club? Non. Et puis un stade qui aurait dû s'appeler le stade Michel Platini. Oui, pareil. Ouais. Bah oui, mais pourquoi t'as pas voulu? Bah quoi? Par contre, je suis au pénal, il y a un stade à mon nom, c'est compliqué. J'avais anticipé. Ah oui. Je peux être alcoolique et avoir mon stade à mon nom. Ça, j'ai pas anticipé. Bah, si t'es innocent, j'ai pas vu. T'es innocent, même pénal ou pas pénal. Ça te met trop de responsabilités pour la famille, pour tout ça. Pourquoi? Mais non, c'est une marque de reconnaissance, Michel. Ouais, mais bon, j'ai toujours dit, je ne veux pas de stade, rien à mon nom. Tant que je suis vivant. Après, ils feront ce qu'ils voudront. Allez, c'est le moment. On vous laisse la parole au 32-16. RMC, Roten sans flamme. Le ring des supporters. Farid est là, Jérôme. Allez, salut Farid. Salut à tous. Ça va? Bienvenue Farid. Ouais, ça va, on est en pleine forme. Bon, on te laisse avec Michel Platini. Pose la question que tu veux. Alors, moi, j'ai aucune question à poser à M. Platini. Alors, salut Farid. Non, je plaisante. Je sais que j'ai que 30 secondes. Je voudrais juste le remercier parce que Michel Platini dans les médias, c'est vachement rare. Donc déjà, bravo à vous, surtout 2 heures. Et puis, Michel Platini, c'est mon idole, c'est l'idole de beaucoup de gens qui, comme moi, ont grandi avec lui. C'est la légende du foot français. Et puis, merci pour notre rencontre à Cassis. Il m'a accueilli comme un mec simple à sa table. J'étais avec mon fils. Il m'a signé un maillot de la Pologne. C'était vraiment énorme. J'ai passé une demi-heure avec lui, inoubliable. On te sent ému, Farid, dans la voix. Ouais. Et parler à Michel Platini, c'est toujours émouvant, parce que c'est le grand joueur du foot français. Il n'y en a pas 36. Et voilà, j'ai juste un grand merci à lui transmettre. Voilà. Bon, il t'a entendu, Michel. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez aimé ma réponse sur votre question? J'ai pas entendu. Donc, comme tu n'as pas posé de questions, oui. il a été sûr de bien répondre. Ce genre de témoignage, Farid, j'ai aucune question, moi. C'était juste un hommage, Farid. C'était top. C'est très gentil, je vous remercie. Il a fait pour le foot français. Et puis voilà, j'ai aucune question. Je voulais juste. Toi, tu as eu la chance de manger au restaurant parce que nous, on n'aura pas la chance. Du coup, c'est fermé aujourd'hui. Michel, on s'habitue à ce genre de message que vous avez eu toute votre vie, ou à chaque fois, ça fait quelque chose? Non, on ne s'habitue pas parce que je n'ai pas vécu dans le monde comme tout le monde. Pendant 50 ans, j'étais dans un autre monde. Ouais.
50 ans, j'étais dans un monde et je suis revenu dans le monde normal depuis 4 ans. Et donc, plus au contact des gens, plus au contact des personnes. Vous étiez déconnecté pendant 50 ans? Ah oui, complètement, oui. Ben, quand on est footballeur, on est déconnecté. Après, j'étais président, après, j'étais dans les institutions. J'étais plus dans les avions que dans les bars et dans les discussions. Quoi, voilà. On a Sébastien également qui veut vous dire un mot au 32-16. Salut Sébastien. Bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien. Bon, ben voilà, Michel est avec toi. Merci. Déjà, je m'adresse à des grands monsieur Dimeco, monsieur Petit, monsieur Roten. C'est un grand plaisir. Alors, monsieur Platini, le grand Platini. Moi, je suis de Nancy, j'ai 51 ans. Oui, j'ai pas de question pire Michel, parce que Michel, grâce à Michel Platini, je travaillais bien à l'école, parce que en 78, avant la Coupe de France, quand Michel s'entraîne le dimanche matin en forêt de Haye, il tire ses coups francs. C'est quand même lui qui invente les mannequins pour tirer les coups francs, parce que ses collègues étaient rentrés à la douche. Et oui, en mousse, ouais, tout à fait, Eric. Ouais, je me souviens, j'ai joué à Nancy. Et moi, je suis derrière les buts, et j'ai 6 ans, et là, j'attends quoi? J'attends que Michel y rate. 77, 78, j'ai dû ramasser 2 ballons pour les renvoyer à Michel Platini. Mais il n'était pas déconnecté. Quand il me regardait, moi, j'oublierai jamais. Et c'était pour ça que je travaillais bien à l'école. C'était pour le dimanche matin, aller en forêt de Haye, voir Michel Platini s'entraîner au coup franc. J'oublierai jamais. Merci, monsieur Platini. Merci. Merci, jeune homme. Merci à vous. Grâce au bonhomme en mousse de l'AS Nancy-Lorraine, j'ai marqué un championnat avec Nancy au stade Vélodrome un coup franc. Oui, Michel. Ah, toi aussi, d'accord. Oui, monsieur Dimeco, c'est marqué dans les stats ça, du football français. J'ai mis un coup franc. Et Sébastien, tu fais quoi dans la vie maintenant? Commercial. Ah, donc t'as bien travaillé à l'école, t'as fini commercial. Amasseur de balles, je croyais qu'il est... Tout ça grâce à Michel. Voilà, et Michel, on buvait tous du fruité. Ouais, parce que c'était plus musclé. C'était dégueulasse, on peut le dire maintenant. Non, c'était bon. Arrête. Non, mais la musique était bien. Hein. Oui, avec la musique. Ça, on n'a pas le tempérament. On va la retrouver, je pense. D'ailleurs, t'as dû jouer avec fruité, toi. Non, il y avait Thompson, moi, quand j'étais à Nancy. C'était après. 86. On a une vraie question après ces 2 hommages. Oui, quand même. Mais bon, c'est comme ça, quand on dit à ceux qui nous écoutent au 32-16, vous avez Michel Platini. Ils veulent faire des hommages. Mais il y a une question précise d'Olivier qui nous rejoint, Michel. Salut Olivier. Bonsoir messieurs. Salut Olivier, bienvenue. Bon alors, bienvenue, merci beaucoup. Olivier Giroud, supporter de la Saint-Etienne, j'imagine que Michel Platini t'a marqué. Eh oui, bien sûr. Alors moi j'avais une question, 3 questions en fait. Quel regard, monsieur Platini, vous avez sur aujourd'hui le contexte des Verts? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de leur filer un petit coup de main? Et nous, on aimerait, les supporters, avoir de la clarté sur ce qui se passe au niveau de la direction. On vend pas, c'est quoi le projet? Qui gère pas? Monsieur Romeillet s'en va, il revient, il fait l'échec. Aujourd'hui, on aimerait avoir de la clarté. Voilà. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est une belle question. Vas-y, Michel. C'est peut-être à la Saint-Etienne que tu vas revenir, Michel. Oui. Pas. Ah, il n'a pas dit non. Mes anciens clubs, ça va pas très fort. Hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Nancy, Saint-Etienne et la Juve. Et c'est vrai, tu as laissé des cimetières en partant, partout. Non, mais c'était il y a longtemps tout ça. Comment je vois Saint-Etienne? Aujourd'hui, c'est compliqué le football. Et tout peut arriver, des clubs comme Saint-Etienne, des clubs comme Lyon, d'autres clubs peuvent avoir des mauvaises années. Et c'est très difficile le football professionnel. Et puis c'est aussi beaucoup lié à l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu as des chances de bien vivre et de résister et de bien gagner. Donc à Saint-Etienne, ça s'est mal passé ces dernières années. Il y a peut-être eu des erreurs dans le recrutement. Et aujourd'hui, la direction entre M. Romeillet et M. Cayazo est mise en doute. Je ne suis pas dedans, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que le peuple vert gronde, je sais que le peuple vert veut changer, je sais que le peuple vert veut revenir à son niveau, c'est-à-dire en première division et dans les premières places, mais ce n'est pas simple et ça mettra un peu de temps et j'espère qu'ils y arriveront, qu'ils trouveront tous un compromis. Je présume que tu as un regard particulier sur ce club-là, vu le temps que tu as passé là-bas. Ça doit te faire mal au cœur de voir ça. C'est le club où j'ai passé le moins de temps. Oui, mais ça 3 ans. Oui, mais bon. Mais bon, Saint-Etienne. Tu n'as pas fait ça en club, quoi. Non. Moi, je me suis éclaté à Saint-Etienne. C'était un super club, super ambiance, une super ville, une super atmosphère. Mais voilà, j'espère que ça se passera bien. Je leur souhaite bonne chance. Je sais qu'il y a des associations de clubs qui veulent faire plein de choses, peut-être prendre le pouvoir. Après, il y a toujours des ventes, des pas ventes. Ça se fait pas. Je sais pas pourquoi. Je suis pas dedans. Nous, on essaie de pousser Jean-Michel Larquet pour qu'il reprenne le club, mais bon, c'est difficile de le bouger. Mais il n'a pas radin, Jean-Michel. Donc il va pas mettre de l'argent dedans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On est tous d'accord.
se faisait un peu la réflexion, mais on n'osait pas le dire. Merci Michel. Merci Michel. Merci Olivier d'être venu. Merci Olivier. En tout cas, moi, Michel, j'ai une dernière question. C'est une question dans une question en fait. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé aborder? Une question qu'on t'a pas posée et que tu t'es dit tiens, j'aurais bien aimé qu'il me la pose. Non. La Super League, là, par exemple. La Super League, par exemple, je pense que ça arrivera un jour. C'est inéluctable pour toi. Bah oui, c'est inéluctable. Pourquoi Tu sais, Eric, tu peux monter une association et organiser une compétition. Est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle pour le foot? Est-ce que toi, tu aurais laissé faire ça? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Est-ce que le football appartient à la FIFA et l'UEFA? Non. Bah oui. Donc, tout le monde peut organiser une compétition. RMC peut organiser une compétition, une Champions League. Ouais, le samedi matin. Non, mais si les clubs ils veulent adhérer à un projet de RMC qui leur donne de l'argent, ils peuvent le faire. Mais après, ça va changer et tout ce qui se passe dans le football. Maintenant, il y a un règlement, une réglementation européenne qui stipule que tu ne peux pas faire de compétition si tu n'as pas des montées et des descentes. Mais Michel, toi, quand tu étais président de l'UEFA, est-ce que tu as senti, puisque tu avais ouvert aux petits pays, est-ce que tu as senti que ça allait arriver parce que tu donnais trop de place aux petits pays? Non. Tu ne sentais pas qu'ils allaient arriver? Souviens-toi, il y avait le G14. C'est moi qui l'ai tué, le G14. Et après, il n'y aurait jamais eu une Super League avec moi président. Voilà. Donc, on a la réponse. Tu auras anticipé. Ils auraient pas essayé d'en faire une parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas eu le pouvoir de le faire. Ils n'ont pas eu Maintenant, il faut avoir absolument les clubs avec toi. Ça, c'est le rôle du président. Donc le président de l'UEFA ne les a pas. Et donc il est engagé. Non, c'est pour ça qu'il a réformé encore une fois la Champions League. Et c'est une erreur. Il réforme la Champions League pour faire plaisir aux clubs. Mais évidemment, pour avoir plus d'argent. C'est reculer pour mieux sauter en fait. Mais les clubs depuis le début, ils veulent avoir une indépendance. Ils veulent gagner encore plus d'argent. Et donc, il y aura toujours un problème. Mais si l'UEFA perd les clubs, ils ont perdu la Champions League. Mais rien ne me dit qu'il n'y aura pas la Super League un jour. Michel Platini. Excusez-moi, ils vont peut-être faire une Super League ou peut-être un championnat européen avec des montées et des descentes. Moi, je vois bien le football dans les années, je sais pas quand. Avec c'est le projet d'ailleurs. Trois divisions européennes. Et après, tu as les championnats et puis des montées et des descentes. Où tu fais ce qui est fait au niveau français, tu le fais au niveau européen. Moi, ça me dérange pas. Là, pourquoi pas? Je pense que ça sera l'évolution. Et on verra si vous avez raison dans les années qui viennent. On revient dans une seconde. Là, on va se détendre avec une autre compétition, une autre sorte de compétition. C'est le quiz avec Julien Cazard. Le but, c'est de faire perdre Jérôme. Vous allez voir, on adore faire ça. Ça va être dur. RMC 18h-20h. Roten sans flamme. RMC.fr et appli RMC. RMC en direct, partout, tout le temps. Et alors attention, on est encore à l'antenne. Je peux pas vous le dire avant que vous disiez des choses qu'on peut pas dire à l'antenne. Michel, ça en est où l'histoire du foot au patrimoine de l'UNESCO? Vous aviez raconté ça il y a un an. Vous portiez ce projet. J'attends de voir le président Macron parce que c'est lui qui à la fin doit signer. Ah, ok. Alors, si je travaille 2 ans puis qu'à la fin il veut pas signer, c'est pas oui, donc c'est embêtant, autant le voir et après commencer à œuvrer.